Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre intervention. Vous avez parlé de la responsabilité, et en effet, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et pour être responsable, il faut d'abord savoir de quoi on parle, et donc savoir les faits. Et c'est pour ça que nous allons avoir maintenant une présentation de Laurent Alexandre, pour que nous cernions un peu mieux les enjeux de cette mutation technologique que veut le transhumanisme, et qui sont les acteurs de cette mutation. Laurent Alexandre est docteur en médecine de l'Université de Paris 6, chirurgien urologue, et c'est moins banal, diplômé de Sciences Po et d'un MBA à HEC, mais aussi de l'ENA. Il a cofondé le site de médecine grand public Doctissimo en 1999 et a racheté en 2010 la société belge DNA Vision, qui fait du séquençage d'ADN. Il est très engagé sur les questions de modification de l'homme et de révolution technologique, notamment en intelligence artificielle, et a donc écrit naturellement plusieurs ouvrages, dont La guerre des intelligences en 2017 et La mort de la mort en 2011. La semaine dernière, comme vous l'avez dit, Madame la députée, il annonçait la parution prochaine d'un livre qu'il a coécrit avec Jean-François Copé, « L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» Monsieur Alexandre, je vous cède la parole. Ouais. Désolé, j'ai pas mis de cravate, j'en ai pas. C'est ça? Dans quel sens? Comme ça? Dans ce sens-là, à droite pour votre slide. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et vous dire à quel point je suis content d'être ici. Moi, je ne suis pas politicien, mais je voudrais juste vous faire remarquer que vous avez une immense chance d'avoir une députée qui connaît la science, qui connaît l'économie, qui est très haut vol. Elle fait partie de cette génération d'hommes politiques qui sont parfaitement adaptés à la gestion des défis technologiques et politiques qui arrivent. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai écrit plusieurs articles dans l'Express sur la nullité scientifique des gouvernants et des politiciens. La plupart des hommes politiques sont des burnes en sciences, sont des burnes en techno, sont des handicapés du mulot. Il faut souligner la chance que vous avez de ne pas avoir ce genre d'oiseau pour vous représenter sur le plateau, mais au contraire quelqu'un qui comprend très très bien l'extrême intrication des enjeux politiques et des enjeux technologiques. Vous avez mon Twitter, c'est dr_l_Alexandre. Mais je ne sais pas si le général autorise qu'on tweete. Je me suis effectivement intéressé aux implications de la technologie et des technologies transhumanistes sur l'éducation, sur la santé, et j'ai écrit La mort de la mort pour montrer comment Google et les géants du numérique allaient chercher à nous rendre immortels. Et vous savez que Google a créé, il y a déjà maintenant 5 ans, une société Calico qui est destinée à euthanasier la mort, à nous rendre immortels dans quelques décennies. Nous sommes au cœur du sujet. Je me suis aussi intéressé au lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation dans un livre assez pessimiste qui est La guerre des intelligences. Et avec Jean-François Copé, on écrit un bouquin sur les risques que l'intelligence artificielle font peser à la démocratie. Les liens entre les technologies transhumanistes et l'intelligence artificielle sont extrêmement forts. D'abord, il n'y a pas de nanobiotechnologie sans intelligence artificielle. Le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations. Sans IA symbolique, ce n'est pas du deep learning, c'est de l'IA non connexionniste, on ne peut pas analyser un séquençage ADN, on ne peut pas faire une modification ADN, on ne peut pas faire un bébé OGM, on ne peut pas faire un bébé à la carte. Pareil pour les neurotech. Les technologies de modification du cerveau passeront nécessairement par l'intelligence artificielle. Donc oui, l'arsenal transhumaniste, les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique, la cognitique réunissant l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et puis la robotique, sont extrêmement liées. En réalité, c'est un ensemble de technologies qui donnent aux transhumanistes l'arrogance, la mégalomanie
de vouloir créer Homo Deus. Et la question, vous le voyez bien, elle n'est pas technologique, elle est philosophique et politique. A-t-on le droit de créer Homo Deus? A-t-on le droit d'être tout-puissant? Ou devons-nous rester des petites créatures sous la dépendance de la transcendance, quelle qu'elle soit? Et si nous décidons d'être Dieu, si nous décidons d'être tout-puissants, c'est-à-dire transhumanistes, comment gère-t-on la phase de transition? Comment gère-t-on les décennies qui viennent où nous allons avoir un pouvoir démiurgique et nous ne savons pas nous en servir? Homo Deus est en rodage. Notre problème n'est pas tant la puissance de la technologie transhumaniste et des NBIC, c'est le fait que nous sommes immatures. Nous avons toujours un cerveau reptilien, nos violences, nos passions sont toujours là. Et nous allons avoir un pouvoir immense qui va nous brûler les doigts. Le transhumanisme est une machine à casser les impossibles. Jusqu'où peut-on se modifier? Alors, cette femme, mais c'est peut-être un homme d'ailleurs, oui, je sais ce que vous dites, pour la fellation c'est dangereux. Et vous avez raison. Jusqu'où peut-on aller? A-t-on un droit illimité à modifier notre cerveau, nos cellules, notre ADN? Au nom de quelle morale doit-on encadrer les technologies transhumanistes? D'une morale athée ou d'une morale religieuse? La morale religieuse, c'est pas mal, mais elle a un inconvénient, c'est que nous n'avons pas tous la même religion, et il est difficile d'avoir une morale religieuse qui soit universelle. Vous avez... Alors en fait, il y a un problème sur mes slides, vous ne voyez pas le fond, mais ce n'est pas grave. Vous avez une responsabilité historique. Ah, moi j'adore les gilets jaunes, mais je ne pense pas que ce sont les gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste, je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car oui, je pense vraiment que la démocratie est menacée dans les décennies qui viennent et pas seulement par les fake news. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier, c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez
les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Les technologies que nous connaissons aujourd'hui sont ce qu'on appelle une GPT, c'est-à-dire une General Purpose Technology. Elles posent d'énormes problèmes, mais il ne faut pas oublier que ça n'était pas mieux avant. Le passé était épouvantable. L'espérance de vie à Paris était de 26 ans en 1750. Avant le vaccin contre la polio, quand on avait la polio, on mettait les gamins dans des poumons d'acier pendant des années et des années. La criminalité était jadis, Pinker l'a bien montré, extrêmement forte. L'angine et l'appendicite tuaient. 99% des appendicites étaient mortels. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le passé était loin d'être formidable. 100% des diabétiques mouraient du diabète avant 1922 et la mise au point de l'insuline, ça fait moins de 100 ans. Et je vous rappelle que nous fêtons le 100e anniversaire de la grippe espagnole qui a tué 60 millions de personnes en quelques semaines, c'est-à-dire plusieurs pourcents de la population mondiale qui était de moins de 2 milliards à l'époque. Ça, c'est les poumons d'acier. Quand je pense aux poumons d'acier, j'ai envie de foutre une baffe dans la gueule des anti-vaccins. Parce que les anti-vaccins ont fini par oublier que la technologie nous a apporté beaucoup de choses et qu'avant le vaccin contre la polio, quand vous aviez la polio, vous étiez là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y en a qui sont encore de des poumons d'acier aujourd'hui parmi ceux qui ont été touchés par la polio en 1955. Demain sera vertigineux, oui. L'un des exemples les plus troublants récemment, ce sont les premiers bébés OGM en Chine. Ça n'est que le tout début, le chercheur a été sanctionné, mais demain on ira plus loin, plus fort, on fera de l'eugénisme intellectuel. Et notre réflexion et notre capacité à encadrer sur une échelle mondiale ce type de technologie est aujourd'hui nulle. Ce n'est pas avec notre budget militaire minable, pardon mon général, qu'on va aller bombarder les centres génétiques de Chine. Ils vont nous dire « taille-toi crapaud » si on leur dit d'arrêter de faire des manipulations génétiques comme ils l'entendent. Nous n'avons pas le pouvoir géopolitique pour imposer notre éthique. Nous sommes effectivement entrés dans un état d'urgence. On a créé un monde très compliqué avec ces technologies-là, qui est imprévisible et qui pose d'énormes problèmes, car il y a une désynchronisation très importante entre l'école et la technologie, entre les modes de gouvernement et la technologie, et il y a un problème de timing dans les technologies transhumanistes. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent et c'est vous qui allez porter ces enjeux. Les technologies NBIC, donc les nanos, les bio, l'informatique et la cogno dont on arrive, sont en train de générer une nouvelle économie autour de ce qu'on appelle les plateformes géantes, les GAFA et les BATX, qui sont très forts en médecine, très forts en neurotechnologie. Et globalement, les acteurs du numérique, qui sont devenus les acteurs du web et les acteurs de l'intelligence artificielle, sont aussi des acteurs extrêmement importants des nanobiotechnologies et des technologies cérébrales. Nous avons des technologies explosives, et qui dit technologie exponentielle, explosive, rend difficile la prévision.
J'ai écrit il n'y a pas très longtemps dans l'Express un papier, les futurologues, entre parenthèses y compris moi, vont dire de plus en plus de conneries. Évidemment que face aux technologies transhumanistes, les prospectivistes vont très souvent se tromper parce qu'un tout petit décalage d'une exponentielle, je ne vous apprends rien, entraîne un point d'arrivée extrêmement différent. Ces technologies sont démiurgiques, donc elles interpellent le politique, elles interpellent les croyants, elles interpellent les représentants du culte. Et puis, ces technologies nous apportent une intelligence quasi gratuite. Vous savez bien que l'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment dans sa forme connexionniste, est extrêmement puissante, elle n'égale pas du tout l'intelligence humaine, elle est con comme une bite, mais elle fait un nombre croissant de choses mieux que nous, par exemple lire un scanner, dans quelques années, conduire un avion ou conduire une voiture. Le fait que le prix de l'intelligence s'effondre a des conséquences sociales et politiques majeures. En théorie économique, les gens qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas celle de la science-fiction, vont valoir de plus en plus cher, et ceux qui sont substituables vont valoir de moins en moins cher. La théorie des fonctions de production nous apprend ça de façon certaine. Pour le dire autrement, le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires, les complémenteurs de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Et je le répète, je ne dis pas ça pour m'en féliciter. Les conséquences de ces technologies sont immenses sur le plan géopolitique, avec notamment la fragmentation de l'Internet, avec l'arrivée d'un réel irréel et d'une vérité à géométrie variable. La post-vérité, la post-réalité qui va être aggravée par les neurotechnologies, et pensez ce que pourrait faire un dictateur des technologies cérébrales qu'Elon Musk est en train de développer dans sa filiale Neuralink. La nouvelle société d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face aux petits asiatiques et face à l'intelligence artificielle, permet théoriquement toutes les manipulations et toutes les neurodictatures. On vient de démontrer il y a quelques semaines que par des manipulations cérébrales, par des stimulations profondes, on peut modifier notre empathie et notre comportement. Imaginez ce qu'on ferait avec des implants directement insérés dans notre cerveau. Ces technologies nous permettent de modifier notre existence et c'est la première fois que nous avons une technologie qui ne change plus l'extérieur mais qui change nous-mêmes. Changer notre cerveau, notre ADN et nos cellules, c'est profondément plus troublant et transgressif que d'avoir une nouvelle grue, un nouveau TGV ou une nouvelle façon de produire de l'électricité. La rencontre des technologies transhumanistes avec notre histoire, notre sociologie, c'est-à-dire notre fond brodélien. Vous savez, c'est Brodel qui a décrit ce qu'il y a de plus profond dans une société, ce qui vient de très loin, 1000 ans, 2000 ans. La rencontre entre la technologie explosive et notre fond culturel et social brodélien est explosif. Nous ne sommes en aucune façon capables d'absorber le choc technologique. Vous, dans cette salle, bien évidemment, oui. Mais l'ensemble de la population, non. Ces technologies sont l'objet d'une guerre technologique mondiale, un Game of Thrones entre les BATX chinois et les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dans lequel l'Europe est totalement absente. L'Europe a abandonné la partie technologique. Elle n'est présente sur aucune des facettes NBIC de façon significative. Si nous voulons demain une souveraineté technologique, il va falloir qu'on bosse un peu plus à Bruxelles. Et il y a le feu au lac. Ces technologies entraînent un gap croissant à l'intérieur de la population. On imaginait que les technologies électroniques allaient diminuer les écarts. En réalité, elles les augmentent. Nous avons une concentration de richesses, de pouvoir,
entre un nombre de gens de plus en plus réduit. Et ce phénomène ne peut que s'accélérer dans un monde ultra compliqué. L'intelligence artificielle est une machine à produire des inégalités si nous n'y prenons pas garde. Au niveau des individus, des métropoles, des pays, des entreprises, avec les conséquences populistes que vous connaissez et qui ne font que commencer. La richesse se concentre dans quelques grandes Venises, quelques sociétés, quelques start-up, quelques plateformes comme les GAFA. Les meilleurs cerveaux valent de plus en plus cher. The Economist, qui n'est pas particulièrement réputé pour son marxisme, s'inquiétait récemment du fait que désormais, chez Google, les bonus dépassent 100 millions de dollars pour les bons spécialistes de l'IA. Chez l'INRIA, quand vous rentrerez à l'INRIA, en sortant de l'X, vous serez à 3 000 € brut. À l'Institut national de la recherche en automatisme, le cœur de la recherche française, vous serez payé à l'heure comme une femme de ménage. Et chez Google, vous pouvez toucher 100 millions par an. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, hélas, rester en France si on n'y prend pas garde. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les œufs en or, vous, et les autres. Et je disais tout à l'heure que vous avez une responsabilité historique. Des dieux et des inutiles, la vision politique d'Harari est en réalité un cauchemar politique. Et la crise des Gilets jaunes est salutaire. Elle nous montre à quelle vitesse nous sommes en train de rentrer dans le cauchemar d'Harari. Et à quelle vitesse il va falloir agir pour casser ce déterminisme technologico-politique. Alors, les transhumanistes, ils ont 5 objectifs, vous les connaissez. Tuer la mort, et c'est Google qui est le plus avancé là-dessus. Créer une espèce humaine multiplanétaire, et là, c'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, avec sa fusée Blue Origin, qui veut envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace. Je n'ai pas dit 1000 millions, j'ai dit 1000 milliards, ce qui va supposer de faire plein de bébés avec des utérus artificiels, bien sûr. Des technologies d'announcement, d'augmentation, la fusion entre l'IA et les cerveaux, et puis la suppression du risque, notamment grâce aux bébés à la carte, et les manipulations génétiques, les 3 premières manipulations génétiques sur des bébés en Chine qui ont eu lieu cet automne, en sont les prémices. La presse anglo-saxonne accueille cette vision d'un homme édité, au sens anglo-saxon du terme, qui tue la mort et qui devient tout-puissant, alors que nous sommes plutôt inquiets de nos pouvoirs démiurgiques. Vous avez probablement vu qu'on vient de réussir à fabriquer, à permettre à 2 rats femelles, sans spermatozoïdes, de faire des bébés. Et c'est faisable chez l'homme, c'est-à-dire 2 femmes gays ou 2 hommes pourraient avoir un bébé biologique qui serait le fruit des 2 parents. Alors, bien sûr, chez l'homme, il faut en plus la GPA, puisque l'utérus artificiel ne sera pas disponible avant 2050, 2060 probablement, sauf s'il y a un breakthrough. L'encadrement d'Homo Deus, vous l'avez compris, va être un immense problème qui va nécessiter une réflexion éthique très profonde, associant toutes les sensibilités, et nous n'avons pas commencé ce débat. L'intelligence artificielle et ces technologies-là vont aussi avoir une autre conséquence. C'est que pour éviter d'avoir une crise des gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk, qui craint surtout les IA fortes, ce qui n'est pas mon cas, je ne pense pas une seconde que le deep learning puisse conduire à des intelligences artificielles fortes hostiles dans les 50 prochaines années, mais c'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Ou en supélec, je ne suis pas raciste, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, je ne suis qu'un pauvre énarque. À l'inverse, vous avez un deuxième mouvement
qui pense qu'il est mieux de ne pas mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, mais de faire des manipulations génétiques et de la sélection embryonnaire, ce qui est plus simple technologiquement, qu'on pourrait d'ailleurs déjà faire, que l'on fait sous une forme d'eugénisme négatif aujourd'hui. Ça s'appelle le dépistage de la trisomie 21, mais on peut le faire à front renversé, non plus en détruisant les bébés trisomiques, et 97% des bébés trisomiques sont aujourd'hui avortés, mais au contraire en sélectionnant en éprouvette les meilleurs embryons après les avoir séquencés, ce que l'on sait faire, et les bébés qui ont été fabriqués en Chine récemment ont été séquencés avant d'être réimplantés. 13% des Français sont favorables à l'utilisation des biotechnologies pour augmenter le QI de leur bébé, 50% des Chinois. Vous voyez les conséquences géopolitiques que ces technologies posent, et bien sûr, dans un monde où les Chinois feraient et pas nous, nous avons intérêt à apprendre le mandarin à nos enfants et nos petits-enfants. Google, au travers de sa filiale minoritaire 23andMe, possède d'ailleurs depuis maintenant 5 ans un brevet sur la fabrication des super bébés. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Et je partage là-dessus l'opinion d'Harari. Il va être très compliqué d'empêcher les politiques de faire de l'eugénisme positif quand la technologie le permettra. Ces technologies vont permettre également de modifier notre cerveau, et le patron de Netflix récemment, qui est très transhumaniste, a expliqué aux analystes financiers que l'objectif de Netflix n'est pas de nous louer des MP4 jusqu'à la fin des temps, mais de nous donner, dans les années qui viennent, des gélules qui nous feront vivre le film par imprégnation neurotechnologique, comme Total Recall avec Schwarzenegger. Vous savez, le film où... Alors, qui ne se passe pas très bien parce qu'il fait une grave crise psychiatrique quand on lui donne la gélule, enfin quand on lui injecte le produit pour qu'il imagine aller sur Mars, mais en tout cas, c'est la vision du patron de Netflix. Il me reste combien de minutes? J'ai dépassé de combien déjà? Comment? Ça va. L'une des difficultés qu'on va avoir avec ces technologies-là, c'est qu'elles sont très très difficiles à gérer pour des cerveaux humains. Et il y a un scénario de déqualification humaine, et notamment dans mon métier à moi. L'IA de Google dépiste beaucoup mieux les pathologies de la rétine et les pathologies cardiovasculaires grâce à ces IA, à partir d'un fond d'œil que les meilleurs cardiologues et ophtalmologues. Pareil en matière radiologique. Le suicide est mieux dépisté par une IA aujourd'hui que par les meilleurs psychiatres. Les psychiatres n'en sont pas encore revenus, les psychiatres ne sont pas les plus technophiles des médecins, et donc ça a été un petit choc. L'IA détermine avec 3 fois plus de précision le jour de notre mort que les cardiologues. Alors, je ne vous dis pas que je souhaite forcément savoir quel jour je vais mourir, mais ça prouve la supériorité de certaines IA faibles par rapport aux docteurs. Aujourd'hui, en matière de dermatologie et de cancérologie, les IA faibles, notamment celle de Google, qui a publié ça dans la grande revue Science que vous connaissez, est très très supérieure aux meilleurs dermatologues. D'ailleurs, en Chine, il y a eu récemment une émission de télé-réalité qui a opposé les intelligences artificielles des géants du numérique chinois avec les meilleurs radiologues, les IA avec quelques dizaines de secondes, les radiologues avec 30 minutes. Les radiologues ont juste été humiliés, écrabouillés. Donc, l'un des dangers, et on pourrait dire la même chose en échographie cardiaque, l'IA fait 97% de sensibilité spécificité quand les meilleurs docteurs font entre 70 et 80. Et la dernière IA médicale de Google, Google Lina, fait sur le dépistage des métastases ganglionnaires du cancer du sein 99% de bons diagnostics quand les docteurs sont à 62%. Vous voyez qu'on se rapproche du moment où il va être interdit à un docteur de faire une ordonnance sans demander l'autorisation de l'intelligence artificielle, où ce sera considéré comme une faute et une perte de chance pour le malade, et seuls les masochistes accepteront.
On pourrait dire la même chose dans plein de secteurs. C'est ce qui a fait dire à l'un des 3 meilleurs spécialistes mondiaux du deep learning, Hinton, à Toronto, que dans une lettre au doyen des facultés de médecine, arrêtez de produire des radiologues, il n'y a aucune chance qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Dans son dernier livre, Kai-Fu Lee, qui est l'industriel chinois le plus connu en matière d'intelligence artificielle, explique que les médecins ne vont pas du tout disparaître, mais qu'à l'horizon 2030-2035, ils vont devenir des compassionate caregivers, un tiers infirmier, un tiers assistante sociale et un tiers technicien. Vous imaginez, quand vous êtes médecin spécialiste, Bac plus 12, à quel point c'est enthousiasmant de devenir celui qui tient la main des malades, ce qui est important, je le concède, en signant le PDF que les intelligences artificielles des géants du numérique chinois et américains auront écrite. C'est un scénario qui est loin, loin, loin d'être impossible, et je le regrette profondément. C'est mon petit moment corporatiste. L'idée, c'est que finalement, un médecin plus une intelligence artificielle ne serait, dans quelques décennies, pas très différente d'un chien plus une intelligence artificielle. Je répète, ça m'enthousiasme très, très modérément. Donc, les innovateurs ont un rôle immense dans ce monde qui vient, pour lutter contre la concentration des richesses, pour réduire les inégalités, pour éviter la marginalisation des territoires et donc pour freiner le populisme et sauver la démocratie, car ma conviction, c'est qu'à l'ère du capitalisme cognitif, la démocratie ne peut pas survivre si nous maintenons des inégalités intellectuelles aussi fortes qu'aujourd'hui. Dieu et les inutiles. Récemment, le patron de Google, Sundar Pichai, a fait une confession dans le Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes souhaitent que ça aille aussi vite. » Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami? La vôtre, oui. Mais la France des Gilets jaunes, je n'en suis pas du tout persuadé. Le danger d'avoir un monde à l'Élysium est là, avec une ville citadelle, des métropoles où se concentrent les gens comme vous. Et vous l'avez bien compris, l'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Et avec des inégalités intellectuelles fortes que nous ne savons pas aujourd'hui réduire, le risque d'une société à 2 ou 3 vitesses est importante. Et les élites se moquent beaucoup des Gilets jaunes, ce que je trouve personnellement inacceptable. Notamment ce dessin très drôle, mais me semble particulièrement dégueulasse. Je ne pense pas qu'il faille se moquer des gens moins doués que vous. Je pense qu'il faut les aider. L'égoïsme de classe, l'égoïsme intellectuel qui nous pousserait à accepter ce monde à 2 vitesses est inacceptable. La technologie ne réglera pas nos problèmes, et c'est un technophile qui le dit. Le patron de Google, lui encore, récemment a dit « Nous avons été naïfs de penser que la technologie allait régler les problèmes des hommes. » La technologie crée autant de problèmes qu'elle en détruit. Ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle va produire de plus en plus de gilets jaunes dans les décennies qui viennent si nous ne réorganisons pas complètement notre système éducatif. L'IA des métropoles est une machine à créer des gilets jaunes. On commence à avoir les conséquences à l'ère des technologies transhumanistes et NBIC, alors qu'on espérait l'arrivée de l'immortalité. On voit l'espérance de vie des Blancs non diplômés aux États-Unis et en Angleterre diminuer. C'est la courbe en rouge. En réalité, le choc technologique actuel, il est en train de faire perdre pied à une part de plus en plus importante de la société. La première conséquence du choc technologique actuel,
Ce n'est pas les problèmes éthiques sur le bébé avec 2 mamans, 2 papas. C'est la déqualification d'une partie de la population qui perd pied, qui se décourage, qui se suicide et dont l'espérance de vie baisse. Et c'est la première fois depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole de 1919, que l'espérance de vie des Occidentaux baisse. La régulation, la gouvernance de ces technologies va être indispensable pour éviter les dystopies, pour éviter les dangers, et il y en a, aussi bien sur la nanobiotechnologie que sur l'intelligence artificielle, même si, je vous le répète, je n'imagine pas une seconde que le deep learning, que les intelligences artificielles connexionnistes d'aujourd'hui puissent devenir hostiles. Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle, c'est la première urgence. L'urgence n'est pas de devenir immortel, c'est d'éviter de multiplier les gilets jaunes. Il faut que nous garantissions nos droits, il faut que nous évitions de créer une société à la métropolis, il faut que nous gérions la transition cognitive, c'est-à-dire que nous trouvions une bonne complémentarité entre chaque cerveau et l'intelligence artificielle, de manière à ce que tout le monde soit complémentaire et travaille dans ce monde qui va être formaté par les technologies transhumanistes sans être mis de côté. Il faut trouver la Montessori du XXIe siècle, Maria Montessori qui avait réformé très largement l'éducation il y a maintenant un siècle. Mais il va falloir casser un tabou. Et je le dis ici parce que nous ne sommes pas beaucoup. La réalité, c'est que l'école va énormément décevoir. Il n'y a pas une seule étude au monde, à l'heure où nous parlons en 2019, qui ait montré que l'école soit capable de diminuer les inégalités intellectuelles. Nulle part sur Terre. Il n'y a aucune étude qui ait montré qu'on puisse significativement augmenter le QI des gens moins doués par l'école. Nulle part sur Terre. Donc quand on dit que l'école va régler notre problème, va réduire les inégalités, c'est aujourd'hui un mensonge. L'école peut beaucoup de choses, mais malheureusement, elle ne sait pas aujourd'hui diminuer les inégalités intellectuelles. Et il va sans doute falloir des décennies de travail pour que nous trouvions des méthodes pédagogiques qui permettent aux gens moins doués de monter l'ascenseur cognitif et de ne pas être largués dans la société transhumaniste de demain. Dernier point, la souveraineté technologique. Je sais que Madame la députée s'investit beaucoup et se bat pour augmenter le budget de la recherche. Nous sommes nulle part en matière de technologie. La guerre de l'intelligence artificielle est entre la Chine et les États-Unis. Quand les revues internationales comme The Economist parlent d'IA, nous ne sommes ni sur la couverture, ni à l'intérieur du dossier. Kai-Fu Lee, toujours, explique en 500 pages dans son bouquin à quel point l'Europe a perdu, notamment à cause du règlement général des protections de données, qui est bienveillant et sympathique, mais qui est suicidaire à l'ère du deep learning qui nécessite des montagnes de données pour être éduqué. D'ailleurs, Kai-Fu Lee s'en félicite du RGPD. Cela va permettre aux Chinois et aux Californiens de se partager l'empire technologique mondial à eux deux et pas à trois. L'Europe, c'est le castrat. Nous avons abandonné toute idée de puissance, nous avons abandonné les technologies NBIC aux géants des bords du Pacifique. Cela va être dramatique en termes de revenus, en termes professionnels pour les Européens, et ça va hélas pousser un certain nombre d'entre vous à quitter l'Europe et à aller sur les bords du Pacifique. Mais pire que cela, d'un point de vue éthique, puisque ces technologies ne sont pas européennes, nous n'aurons en réalité pas notre mot à dire. Est-ce qu'en 1905, on aurait écouté le Zimbabwe s'il avait donné son avis sur l'avenir de l'industrie automobile? Qu'il n'avait pas. La réponse est non. Si nous ne sommes pas présents dans les technologies NBIC, l'éthique des NBIC, elle sera faite ailleurs. Et je le répète, notre absence de puissance militaire, surtout avec le désengagement des États-Unis et de l'OTAN, ne nous autorise pas à jouer les roquets
bioéthique. Vous l'avez compris, je pense que votre génération, je pense que vous, scientifiques humanistes, vous avez entre les mains la clé du changement, la clé de l'éthique. Si j'avais une seule chose à vous dire, faites de la politique. Vous êtes le cœur de la société de demain. Et cette responsabilité-là, vous n'avez pas le droit de l'abandonner, car les gilets jaunes iront mieux si vous engagez et si vous faites de la politique. Je vous remercie.